Bonjour, je voudrais vous remercier pour avoir consacré votre temps pour participer à cette table ronde sur le CFVG. Je suis Chen Van Nhu, je suis chargé de la qualité alors, dans le programme de formation du CFVG. Le thème de cette rencontre aujourd'hui, c'est l'évaluation et la mesure du marketing. Nous avons monté cette conférence avec Nielsen Vietnam pour organiser cette conférence au Centre culturel français. Je voudrais remercier l'espace pour avoir créé toutes les facilités à cette table ronde. C'est une occasion très importante pour nous pour le partage des connaissances et du savoir-faire lié au marketing. C'est un sujet auquel nous portons tous un intérêt très vif. Nous avons reçu plus de 500, en effet, enregistrements, inscriptions à cette table ronde. Nous avons Monsieur Alain Olivier qui vient de l'ESCP, un partenaire stratégique du CVG. Monsieur Nguyễn Văn Trung qui vient de Nansen. Pourquoi nous avons créé un tel programme de rencontres et de tables rondes? C'est simplement parce que le CFVG, c'est un centre de formation au niveau des masters. Donc, nous avons deux formations du programme de master. Et dans le programme de formation au niveau de master, au marketing, Monsieur Alain Olivier vient dans notre enceinte pour enseigner cette matière du marketing. Pour les étudiants du CFVG, alors je voudrais dire encore l'un des élèves du programme de master du marketing, en effet, co-organise aussi cette conférence. Concernant le programme, nous allons entendre d'abord les deux présentations qui vont être faites par Monsieur Alain Olivier et Monsieur Nguyễn Văn Trung. Il y a une question logistique, c'est que pour le moment, nous avons seulement 200 écouteurs pour pouvoir suivre la présentation de Monsieur Olivier Alain en vietnamien via la traduction. Mais comme nous sommes dans le Centre culturel français, et c'est pour ces raisons-là que nous devons parler français. Et si vous n'avez pas encore d'écouteurs, veuillez en effet vous les procurer. Je vais alors je vais demander en effet au traducteur de faire un résumé alors de la dernière partie alors de la présentation de Monsieur Alain Olivier, parce que la présentation a été préparée en français, mais ces slides, ces transparentes ont été traduites en vietnamien, donc ça va faciliter la compréhension. Dans la réponse, dans la partie réservée aux questions et réponses, nous pouvons en fait écouter la présentation ou bien ses réponses en anglais. S'il vous plaît, Monsieur Alain Olivier, vous pouvez commencer, s'il vous plaît. Et chaque speaker aura 45 minutes pour la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir et beaucoup d'émotion, je dois dire, que je me trouve devant vous aujourd'hui, car il y a fort longtemps, en 1990, j'étais alors jeune professeur, et j'ai été invité par le doyen de la faculté des sciences économiques de Hanoï à venir faire un cours de marketing. Et je dois dire qu'à l'époque, c'était un terme très peu connu et la fonction marketing était tout à fait absente de la plupart des entreprises. Depuis, j'ai eu l'honneur et le privilège de venir faire des cours ici de façon régulière et j'ai vu les progrès immenses du marketing dans les entreprises vietnamiennes, au point qu'actuellement, le marketing est présent dans pratiquement toutes les entreprises. Et je crois que les entreprises vietnamiennes peuvent ainsi assurer leur compétitivité et gagner des parts de marché aussi bien sur leur territoire national qu'à l'étranger. Donc ce matin, je vais aborder deux questions
qui sont des problèmes dans un certain nombre d'entreprises qui se sont lancées dans la démarche marketing. La première question est celle du plan marketing et la deuxième, celle du contrôle du marketing. Le marketing, dans son développement, s'avère très consommateur de ressources. Les budgets marketing croissent d'une façon très rapide, ce qui n'est pas sans inquiéter les directions générales, les directions financières, les contrôleurs. Donc, dans les entreprises, les fonctions marketing, les responsables marketing prennent conscience de la nécessité d'encadrer ces dépenses marketing, d'encadrer la démarche marketing, et c'est le but du plan, et c'est le but des systèmes de contrôle de rentabilité du marketing. Alors si on commence par le plan, il paraît tout à fait naturel qu'on fasse un plan marketing dans une entreprise. À peu près tout le monde est d'accord sur le principe. Par contre, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre, il y a de vraies difficultés qui apparaissent, et c'est surtout ces difficultés dont nous allons parler. Et donc il y a des débats aussi dans les entreprises pour savoir comment créer ce plan marketing, le faire vivre et lui permettre d'avoir toute son efficacité. Alors un plan, si vous voulez, c'est quelque chose qui permet de voir l'invisible. Le plan, c'est d'abord, je dirais, une notion spatiale. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une maison, dans un bâtiment comme celui-ci, vous ne pouvez pas voir le bâtiment. Votre vision est bloquée par les murs, par le plafond, par le plancher, et il vous faut vous référer à un plan pour voir ce que vous ne pouvez pas voir. De même, lorsque vous êtes dans une ville, j'étais à Hanoï hier, à pied, je ne voyais pas grand-chose, parce qu'il y avait des motos, il y avait des voitures partout, et il a fallu que je prenne un plan, bien sûr, pour avoir une idée de ce qu'était la ville. Le plan, c'est aussi temporel, et c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est-à-dire que le plan, ça permet de rendre visible le futur. Par définition, le futur, on ne le voit pas, on ne voit que l'instant présent, on peut considérer le passé, mais le futur, on ne le voit pas. Et le plan, c'est ce qui va nous révéler le futur. Alors, si vous permettez, je voudrais d'abord aborder une question de clarification de terminologie. En effet, on peut considérer dans une entreprise qu'il y a 3 plans qui permettent à l'entreprise de gérer ses relations avec l'extérieur et avec ses marchés. Vous avez des plans qui diffèrent pourtant par leur raison d'être, dans leur présentation et dans leur horizon. Un premier plan pourrait être celui qui permet de définir l'activité de l'entreprise et de prévoir son évolution. Ce n'est pas un plan marketing. Il faudrait appeler ce plan de développement stratégique. Et son horizon est très éloigné, généralement au-delà de 5 ans. De temps en temps, les entreprises se remettent en cause, redéfinissent leur activité et ce faisant, elles élaborent un plan marketing. Regardez par exemple ce qu'était IBM Corporation il y a 5 ans. C'était un constructeur de matériel informatique. Maintenant, c'est IT Solution Providers. Donc c'est un changement total, radical en quelques années, et cela a été bien sûr prévu par un plan de développement. Je pourrais multiplier les exemples, mais le temps nous est compté. Donc, le deuxième plan, et c'est celui qui nous intéresse ici, c'est le plan marketing. Lorsque vous avez défini au sein de l'entreprise votre activité, à ce moment-là, vous devez vous interroger sur les marchés à aborder en priorité, plus précisément les segments de marché, et vous devez également vous interroger sur les offres que vous devez faire à ce marché. Là, nous sommes au cœur du plan marketing. Traditionnellement, vous le savez sans doute, le plan marketing est entre 3 et 5 ans, plutôt 3 ans. Enfin, un troisième plan mérite d'être mentionné, qui n'est pas le plan marketing, qu'il vaudrait mieux appeler plan d'action commerciale, qui est à beaucoup plus court terme, généralement 1 an, parfois 6 mois, et qui est la traduction en action des décisions prises dans le plan marketing.
appelons-le plan d'action commerciale. Le problème, c'est qu'en anglais, c'est marketing plan, all of them. So it's difficult to understand. En français, c'est plus précis. Nous avons vraiment 3 plans différents avec des objectifs et des horizons différents. Le plan marketing, ça va permettre essentiellement 3 choses, et ce ne sera pas une surprise pour vous de le revoir. D'abord, c'est une opportunité de faire le point, savoir où on en est, faire un diagnostic de notre situation, de regarder quelles sont les caractéristiques de l'environnement, de nos marchés et de ces environnements politiques, économiques, sociaux qui influencent le fonctionnement du marché. Donc c'est une opportunité, encore une fois, de se situer. La deuxième caractéristique du plan marketing, c'est qu'il permet de dessiner les lignes d'évolution. On définit des objectifs que l'on va atteindre, on définit les stratégies que l'on va déployer pour atteindre ces objectifs, et on définit, et là on passe au plan d'action commerciale, les moyens qu'on va mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs et mettre en œuvre les stratégies définies. Et enfin, la troisième caractéristique d'un plan marketing, c'est qu'il fournit un cadre financier au développement de l'entreprise. On élabore inévitablement des prévisions et on définit des budgets, donc on prévoit l'engagement de certaines dépenses. Vous voyez déjà qu'à travers le plan marketing, il y a un rapprochement très fort entre la fonction marketing et commerciale d'un côté et la fonction financière et contrôle de l'autre. Il y a débat dans l'entreprise. Je connais des entreprises qui ont renoncé à faire des plans marketing. Ça peut vous paraître étrange car, logiquement, le plan marketing apparaît comme une nécessité. Mais vous avez sous les yeux un certain nombre d'objections qui sont avancées, parfois avec raison, contre le plan marketing. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de plan marketing. Je dis simplement qu'il faut faire attention à ce que le plan marketing n'entraîne pas des effets secondaires, des difficultés à l'intérieur de l'entreprise. La première objection, vous l'avez certainement entendu pour ceux d'entre vous qui ont élaboré des plans, c'est que faire un plan marketing à 3 ans paraît un peu naïf. Il y a tellement d'incertitudes actuellement sur les marchés mondiaux que prévoir ce qui va se passer à 3 ans paraît tout à fait illusoire. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Il ne faut pas dire qu'il est impossible de prévoir à 3 ans. Il est difficile de prévoir, mais on doit tout de même faire cet exercice, quitte à prévoir différentes hypothèses pour l'avenir. Donc cette première objection a du poids, il faut y faire attention, mais elle ne doit pas nous bloquer. Deuxième hypothèse, et ça vous l'avez sans doute entendu également, élaborer un plan requiert du temps, time is money, donc vous avez besoin d'argent, et cela correspond aussi à des dépenses d'énergie. Et certaines personnes dans les entreprises pensent que ce temps, cet argent, cette énergie serait mieux dépensé ailleurs, en particulier en allant sur le terrain. Se pose alors une question extrêmement importante qui est celle du retour sur investissement de l'élaboration d'un plan marketing. C'est une question cruciale puisque élaborer un plan marketing, c'est faire un projet. Un projet engage des dépenses, requiert des investissements. Quel est le retour sur investissement? Longtemps, il a été difficile de répondre à cette question et a fortiori de quantifier le retour sur investissement du plan marketing. Après de nombreuses années d'expérience pour avoir travaillé avec des entreprises dans des secteurs très différents, nous commençons à avoir des réponses. Je vais vous donner juste un exemple pratique. Depuis 10 ans, je travaille en tant que conseil
auprès d'une entreprise que vous connaissez peut-être de nom, qui s'appelle Vinci, plus précisément auprès de sa branche énergie, Vinci Énergie. Il y a 10 ans, cette entreprise très technique ne faisait pas du tout de marketing. Le nouveau président a décidé d'introduire une démarche marketing et m'a sollicité en tant que consultant. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais cette entreprise a été totalement bouleversée. C'est une entreprise qui avait 15 filiales. Ces filiales étaient des entreprises moyennes, 3000 personnes. Donc au total, le groupe faisait 45 000 personnes. Et l'entreprise, très bonne sur le plan technique, fournissait des prestations techniques dans le domaine de l'énergie, énergie électrique et également traitement du signal auprès de leurs clients. Le président a posé la question, qui connaît le mieux le marché? Le président? Les directeurs responsables des entreprises? Les directeurs responsables des fonctions dans les entreprises? La réponse est non. Ceux qui connaissent bien le marché, ce sont les techniciens qui vont chez le client, qui travaillent chez le client, parfois fort longtemps, et qui ainsi connaissent très bien les attentes et les contraintes du client. Donc il a été décidé de renverser complètement cette entreprise et de donner aux filiales la possibilité de décider de leur stratégie de marché. Ce n'était plus la présidence du groupe ou le comité des directeurs qui décidait des stratégies de marché. C'était les différentes filiales. Il est apparu nécessaire de casser les filiales en de plus petites entités. Donc rappelez-vous, je vous ai dit, il y a 10 ans, il y avait 15 filiales. Maintenant, nous sommes à plus de 700 filiales, beaucoup plus petites. Chaque filiale ayant l'obligation tous les ans de faire un plan marketing sur 3 ans. Ce plan marketing est présenté à la hiérarchie, elle est acceptée ou refusée. Ce que je voulais vous dire, c'est que grâce à cette mise en place de plan marketing, on a fait un gain considérable au niveau de la rentabilité du groupe. Ceux qui connaissent un peu le métier savent que ce type d'entreprise travaille sur appel d'offres. On répond à des appels d'offres de clients. Élaborer une réponse à un appel d'offres requiert de l'argent, requiert du temps. Et si malheureusement vous n'avez pas l'affaire, tout l'investissement est à passer en pertes et profits. Ce coût des devis perdus, des devis sans suite, était à la hauteur de 12% du chiffre d'affaires en 2005. Maintenant, j'ai les chiffres de 2013, mais je n'ai pas les chiffres de 2014. On est passé à moins de 3%. C'est-à-dire qu'on a gagné 9 points de marge. Et tout le monde s'accorde dans l'entreprise pour reconnaître que c'est essentiellement au fait que chaque entité, ayant sélectionné ses clients, connaissant parfaitement ses clients, possédant parfaitement les expertises requises par le client, sont beaucoup plus efficaces et emportent les appels d'offres beaucoup plus souvent qu'avant. Donc, ça n'est qu'un exemple. On pourrait multiplier avec d'autres exemples. Nous commençons avec l'expérience du marketing dans les entreprises à pouvoir identifier ce retour sur investissement qui est souvent considérable. Donc c'est un argument qui demande à être traité avec attention, mais qui n'est pas là non plus déterminant. Troisième argument, le plan risque de créer de la rigidité et donc de diminuer la réactivité de l'entreprise. Il y a un vrai risque. Si nous sommes engagés sur un plan, nous risquons effectivement de ne pas pouvoir s'adapter à des changements. Pour éviter cet écueil, il faut admettre que le plan marketing sur 3 ans doit être vu au moins tous les ans,
de façon à ajuster ce plan aux nouvelles situations qui peuvent apparaître sur les marchés ou dans l'environnement. Donc là aussi, c'est une objection qui a un certain poids, mais qui ne doit pas bloquer l'élaboration du plan marketing. Enfin, j'ajouterais, c'est le quatrième point qui apparaît ici, que certaines personnes dans les entreprises s'opposent au plan marketing par crainte du contrôle. S'il y a un plan marketing, il y a des objectifs. S'il y a des objectifs, il y a possibilité de juger des résultats. Et ça ennuie certains. Voilà, donc je vous ai cité quelques arguments contre le plan marketing. Alors évidemment, les arguments en faveur du plan marketing sont essentiels. J'en ai listé 3 ici. Le premier argument en faveur du plan, c'est que ça oblige l'entreprise à regarder à l'extérieur. Donc à prendre en compte la réalité des marchés, la réalité de l'environnement. Et ça, c'est un avantage considérable. L'entreprise s'ouvre sur l'extérieur. Deuxième avantage, c'est un formidable instrument de coordination. Lorsqu'il y a un plan marketing dans l'entreprise, toutes les autres fonctions sont éclairées quant à les engagements qu'ils doivent prendre. Pensez par exemple à la production, pensez au service achat. À partir du moment où on sait de combien vont être les ventes, quel type de produits vont être vendus ou quel type de services vont être vendus, on peut s'organiser en conséquence au niveau de la production ou au niveau des achats. La finance a besoin de savoir exactement comment va évoluer le chiffre d'affaires, ne serait-ce que pour assurer l'équilibre permanent de la structure financière de l'entreprise. Troisième avantage du plan, il renforce la rigueur. Vous êtes des gens de marketing, pour la plupart d'entre vous, vous êtes certainement très créatifs, très imaginatifs. Ce sont des qualités nécessaires en marketing et que l'on reconnaît facilement aux responsables marketing. Néanmoins, il ne faut pas que cette créativité devienne extravagante et fasse exploser la cohérence de l'entreprise. Le plan marketing est là pour rappeler cette cohérence, pour rappeler ce cadre financier dans lequel doit s'exercer le développement de l'entreprise. Donc, ayez l'opinion que vous souhaitez, bien sûr. Personnellement, vous comprendrez que je suis très en faveur du plan marketing, car en dépit des arguments contre qui apparaissent ici, il y a des avantages déterminants. Je vais aller très vite sur d'autres aspects. Ici, je vais vous présenter, mais simplement pour rappel, la structure type d'un plan marketing. Alors, petite remarque. En marketing, et donc pour le plan marketing, il n'existe pas de solution standard. Ça, je le répète à mes étudiants de façon permanente. N'espérez pas, pour faire votre plan marketing, aller chercher quelque part, on the shelves, on your computer, whatever it is, un plan standard que vous appliquerez. Tous les plans doivent être adaptés à chaque entreprise. Néanmoins, on retrouve des éléments communs que je vous présente très rapidement parce que je suis sûr que vous les connaissez déjà. Donc vous avez essentiellement, après un résumé introductif et le rappel de la mission de l'entreprise, de son activité, vous avez une phase diagnostique, analyse interne et analyse externe, qui débouche sur le fameux SWOT. Ensuite, on rentre dans une partie de définition de la stratégie avec des objectifs, puis la stratégie à développer. Ensuite, vous avez, et c'est plutôt dans la partie plan d'action commerciale, vous avez les tactiques. Et enfin, la dernière partie du plan marketing, c'est le budget. La traduction chiffrée de tout ce qui est décidé en termes d'action, d'opération. Voilà donc le plan standard du plan marketing, ou plutôt la structure standard du plan marketing. Mais encore une fois, quand on veut la mettre en œuvre, il faut l'adapter à chaque situation d'entreprise. Excusez-moi, le vietnamien rentre un petit peu tard. Donc le diagnostic, je ne reviens pas dessus, analyse interne, analyse externe, le fameux SWOT. Je reviendrai un petit peu dessus car il y a un point quand même qui apparaît assez souvent quand on fait un plan marketing,
dans cette partie SWOT, on a souvent une liste très importante des forces et des faiblesses. Il est fondamental de les hiérarchiser. De même, l'analyse externe nous révèle des menaces et des opportunités. Il faut là aussi les hiérarchiser. Car dans le plan, on ne peut pas tenir compte de 15 faiblesses, 14 forces, 17 opportunités, 12 menaces. On va se focaliser sur les plus importantes et je vous expliquerai comment on peut hiérarchiser tout cela. En ce qui concerne les objectifs, donc on va trouver un petit peu tout type d'indicateurs selon les systèmes de valeur des entreprises. On peut trouver des objectifs financiers, vous les avez ici, des objectifs marketing, certains apparaissent ici, ce ne sont que des exemples bien sûr, et des objectifs clients tels que le taux de notoriété, taux de fidélité ou les éléments d'image. Donc je passe vite dessus, peut-être que vous souhaiterez revenir sur tel ou tel point lors de questions, mais on a d'autres points critiques à voir. En ce qui concerne le budget, c'est donc un lien qui va s'établir entre le marketing d'un côté et le contrôle et la finance de l'autre, grâce au budget. Point extraordinairement difficile à traiter que le budget marketing, on aura l'occasion de revenir dessus. L'évolution. Que va-t-il se passer dans les années à venir sur le plan, au niveau du plan marketing ? Je suis même quasiment certain qu'on va avoir une généralisation des plans marketing dans la grande majorité des entreprises. Mais ce seront des plans, encore une fois, qui seront spécifiques, qui seront tout à fait adaptés au secteur, à l'entreprise. Une autre caractéristique, me semble-t-il, c'est que le plan marketing ne sera plus élaboré uniquement par les responsables marketing. Tout le personnel va être impliqué dans le plan marketing. Car effectivement, le plan marketing engage l'ensemble de l'entreprise. Et ça, c'est un véritable chantier à ouvrir que d'incorporer les gens des fonctions production, des fonctions vente, bien sûr, des fonctions financières dans l'élaboration du plan marketing. Troisième évolution, et j'aurai l'occasion de revenir dessus tout à l'heure avec le contrôle, il faut aller vers une meilleure compréhension des relations coût-efficacité. Je pose juste le problème, et on y répondra rapidement tout à l'heure. Lorsque vous engagez une opération, par exemple une campagne publicitaire pour un produit, est-ce que vous pouvez, de façon certaine, prévoir les conséquences de cette campagne? Certainement pas. Et j'irai même plus loin. Si, pendant l'année N, vous avez engagé 1 million d'unités monétaires pour faire une campagne de publicité pour un produit, et que grâce à cette campagne, vous avez gagné 6 points de notoriété, cela ne veut absolument pas dire que si vous refaites cette même opération 1 an plus tard, vous allez de nouveau gagner 6 points. Nous ne sommes pas en sciences exactes avec le marketing. Oubliez toutes les comparaisons avec la physique, la chimie, etc., où nous avons des relations établies, universelles, atemporelles. En marketing, ça n'existe pas. Donc on a un vrai problème pour anticiper les conséquences des opérations. Enfin, dernier point d'évolution, me semble-t-il, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'applications, de modèles qui vont aider à la réalisation d'un plan marketing. Il en existe déjà d'excellents sur le marché. Je ne suis pas là pour leur faire de la publicité, mais personnellement, j'ai toujours recommandé depuis longtemps à mes étudiants l'un de ces modèles qui s'appelle Marketing Pro Plan, qui est commercialisé ici au Vietnam et qui aide effectivement de façon très efficace les responsables marketing à élaborer un plan. Mais il y en a d'autres sur le marché, bien évidemment. Voilà, mesdames et messieurs, sur le plan marketing, sur la planification marketing, ce que je voulais vous dire, ce qui me paraissait important. Maintenant, bien sûr, je serai à votre disposition pour répondre à vos questions sur cet aspect-là. Je voudrais vous dire quelques mots, vite, parce que je ne voudrais pas voler le temps de mon collègue.
15? 15, ok. Parler un peu du contrôle du marketing. Pardon. Marketing control. Pour contrôler le marketing, j'entends contrôle financier du marketing, c'est-à-dire évaluer l'efficience des actions marketing. Est-ce que telle opération de marketing research a été efficace, c'est-à-dire est-ce que j'en ai tiré le bénéfice escompté? Est-ce que telle opération de communication a été efficace? Est-ce que telle action PR, Public Relations, a été efficace, etc. C'est dans ce sens-là que je parle du contrôle. En marketing, je l'ai déjà évoqué, nous avons des difficultés particulières au niveau du contrôle opérationnel. Encore une fois, je fais une opération, ça me coûte tant, 100 000 $, j'obtiens un certain résultat. Est-ce que le résultat obtenu est satisfaisant? Ça, c'est le contrôle opérationnel. Nous avons un problème par justement le fait qu'il n'y a pas de normes standards en marketing. Regardez par exemple deux cas tout à fait opposés. Si vous commercialisez des parfums de luxe, par exemple, il paraît assez logique de dépenser entre 20 et 25% de vos chiffres d'affaires pour la communication publicitaire, sans compter les autres formes de communication. Publicité média, donc. Alors que pour commercialiser des biens d'équipement industriel, la communication publicitaire se limite généralement à 1 ou 2%. Donc vous voyez la différence, 25% d'un côté et 2% de l'autre. Et même à l'intérieur d'un même segment, suivant la situation de l'entreprise, suivant la situation de la marque, suivant la culture de l'entreprise, on ne va pas forcément avoir, et la situation concurrentielle, on ne va pas forcément avoir les mêmes niveaux de budget à investir. Donc c'est extrêmement difficile. On n'a pas de référence universelle. Deuxième difficulté, je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a des relations causales difficiles à établir. Je ne reviens pas sur ce plan-là. J'engage une opération. Qu'est-ce que ça m'a vraiment rapporté? Alors, il y a des idées qui apparaissent dans certaines entreprises qui consistent à dire, mais enfin, le marketing, finalement, sert à augmenter la valeur globale de l'entreprise, en particulier en améliorant la valeur de ce qu'on appelle les actifs immatériels, tels que les marques, les bases installées de clientèle, tels que la connaissance des marchés, tels que les projets en développement. Ce sont des valeurs extrêmement importantes pour l'entreprise. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des rachats, acquisitions, lorsqu'il y a des fusions entre entreprises, on voit bien que la valeur de cette entreprise est largement déterminée par ses actifs immatériels qui sont souvent dérivés du marketing. Donc l'idée qui commence à apparaître dans certaines entreprises est de faire un contrôle global du marketing en suivant l'évolution de ces valeurs d'actifs immatériels. Là, je vous parle déjà de recherche beaucoup plus que d'opérations réellement présentes dans les entreprises. Cependant, même si c'est difficile de contrôler le marketing, c'est vrai que c'est difficile. Vous tous, je crois, vous avez été confrontés, vous avez engagé des opérations telles que la participation à un salon ou la participation, vous avez organisé un événement. Vous savez ce que ça vous a coûté. Qu'est-ce que ça a rapporté? On commence à avoir des indicateurs, mais on est quand même loin d'avoir quelque chose d'extrêmement précis et d'extrêmement efficace. Et pourtant, ce contrôle du marketing, cette convergence entre le marketing et le contrôle est absolument essentielle. D'abord parce que, je le disais tout à l'heure, le budget marketing pèse très lourd dans l'entreprise.
avec tous ces coûts qui apparaissent ici, recherche en marketing, coût de la force de vente, qui font partie de la démarche marketing, coût de la communication, coût de la promotion des ventes, coût lié à la distribution, etc., etc. Tous ces coûts représentent des sommes importantes. Une récente étude réalisée par l'Association française de marketing a montré, par exemple, que dans des secteurs comme celui du luxe, produits hygiène, beauté, parfum et surtout produits de luxe, ces coûts variables de marketing représentent plus de 50% du chiffre d'affaires. Dans d'autres secteurs, on arrive à des pourcentages à peine moins élevés. Produits pharmaceutiques, 44%. J'inclus les coûts de vente, là. J'inclus les coûts commerciaux. Matériel informatique, 40%. Jeux jouets, 37%. Équipements industriels spéciaux, 33%, etc. Comment peut-on imaginer que des sommes pareilles ne soient pas mises sous contrôle? Lorsqu'il y a une fonction production dans l'entreprise, on contrôle très très attentivement la productivité de la production. Il serait tout à fait anormal que, alors que parfois les coûts de production ne représentent que 20% du chiffre d'affaires, c'est le cas par exemple dans l'industrie pharmaceutique, c'est le cas dans les produits d'hygiène, beauté, parfum, on laisse sans contrôle des sommes qui représentent 2 ou 3 fois plus. C'est pas possible. Donc il y aura contrôle du marketing de plus en plus fort dans les entreprises. Il y a d'autres raisons aussi, c'est que le marketing change. Le marketing trouve de nouvelles modalités, de nouvelles méthodes. Et que pour s'engager sur ces nouvelles méthodes, il va falloir évidemment faire des arbitrages. Donc, pour accompagner l'évolution du marketing, il va falloir renforcer le contrôle. Première raison dans l'évolution du marketing, c'est ce souci, je dirais cette obsession de travailler avec des clients rentables. Les gens de marketing, que vous êtes très probablement pour la majorité d'entre vous, ne sont plus requis de faire du chiffre d'affaires, mais de dégager des marges. Donc, il va falloir travailler avec des clients rentables. Qu'est-ce qu'un client rentable? Un client rentable, c'est celui qui vous rapporte plus qu'il ne coûte. Hein, ça paraît très simple, mais c'est bien comme ça qu'on va calculer. Donc, qui va calculer cette rentabilité par client, si ce n'est le contrôle? Donc le marketing a besoin de se rapprocher du contrôle. Le contrôle va lui indiquer quels sont les clients les plus rentables. Alors vous allez voir tout à l'heure, je vous présenterai rapidement l'évolution, car on a des nouvelles méthodes de calcul de la rentabilité des clients qui se mettent en place dans les entreprises. Deuxième évolution, je le disais tout à l'heure, diversification des moyens d'action du marketing qui nécessite des arbitrages sur la base de l'efficience. Prenons un exemple très simple. Hein. Est-ce qu'il faut se lancer résolument dans les ventes online ou rester plutôt dans sur la vente en magasin? Là, il y a vraiment un calcul à faire. Qu'est-ce que ça va nous rapporter, le online? Qu'est-ce que ça va nous coûter? Est-ce qu'il faut vraiment s'y lancer? Ça n'est qu'un exemple, je pourrais en multiplier, je pourrais vous en donner beaucoup d'autres que vous avez sans doute en tête. Par exemple, dans la communication, est-ce qu'il faut rester sur des communications relativement classiques à travers les médias que vous connaissez bien, ou est-ce qu'il faut se lancer résolument dans la communication par les réseaux sociaux ou par le buzz? Plutôt créer un buzz, après tout, que d'acheter de l'espace à la télévision ou dans le... Mais il y a des arbitrages à faire, donc il faut connaître les coûts, efficacité de chaque modalité. Ensuite, alors ça c'est la mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous, c'est que les gens de marketing sont de plus en plus impliqués dans ce qu'on appelle en anglais le right sizing ou le re-engineering. Ça veut dire que vous aurez à prouver que les moyens supplémentaires que vous demandez en ressources humaines, sur le plan financier, sont réellement nécessaires. Et vous aurez à le prouver à votre hiérarchie. Donc il va falloir avoir des arguments pour dire, moi j'ai besoin d'accroître mon budget de publicité de 15%,
parce que je peux vous démontrer, Madame la directrice ou Monsieur le directeur, qu'avec 15% de plus, je vais fortement augmenter nos ventes et augmenter notre marge. Mais il faudra le prouver, ce qui n'était pas encore le cas. Bon. Enfin, 4 minutes. Okay. Enfin, il y a une obsession qu'on doit avoir en marketing qui est de la réduction ou l'élimination des coûts sans réelle valeur ajoutée. Il y a des composantes à l'intérieur de certaines offres, produits ou services qui ne créent pas de valeur dans l'esprit du client. Il faut les repérer. Et à ce moment-là, on les supprime. Pour aller vite, car je ne veux pas prendre le temps qui sera réservé d'abord à mon éminent collègue et puis d'autre part à vos questions. Je voudrais vous indiquer quand même que tout ce qu'on cherche à obtenir par un rapprochement du contrôle et du marketing est facilité par l'émergence de ce qu'on appelle les big data, donc des données considérables qui permettent effectivement de faire les traitements. Alors je vais aller très très vite sur l'évolution actuelle. On pourra revenir. D'abord, qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de l'élaboration du plan et du budget? Je crois qu'on a 3 méthodes. Une première méthode qu'on appelle pragmatique, c'est ce que font la majorité des entreprises. On regarde ce qu'on a fait l'année précédente, on ajuste un petit peu et on a le budget. Une autre méthode est en train de se développer, que j'ai évoquée tout à l'heure, une méthode plus scientifique, qui consiste à dire je veux atteindre un objectif. Je connais la relation entre l'action et le résultat, donc je peux déterminer scientifiquement le budget. C'est quelque chose qui est en progression. Et enfin, une approche par simulation. Là aussi, vous pouvez obtenir sur le marché des simulateurs qui vous permettent effectivement de tester différents niveaux de budget et en voyant les résultats qui ressortent, de choisir quel est le budget qui vous semble le plus convenable. 2 mots, si vous voulez, sur l'analyse des marges contributives. Actuellement, les gens de marketing considèrent que les marges contributives par client sont souvent peu fiables. Et c'est vrai parce que, pour ceux qui connaissent un peu la comptabilité, je crois que c'est votre cas, la ventilation des coûts fixes et des coûts indirects est souvent questionable, discutable. C'est très clair. Donc là, et puis, il y a un autre point que je n'ai pas le temps de développer, c'est que certaines sociétés manipulent les marges contributives, en particulier à l'international, de façon à faire apparaître des marges réduites dans les pays étrangers où le taux d'imposition est élevé et des marges beaucoup plus fortes dans les pays où le taux d'imposition est plus faible. On fait donc des transferts de charges d'un pays à l'autre. Ceci dit, on fausse le système de mesure. Ensuite, l'autre faiblesse, c'est qu'on calcule la marge contributive par transaction et par client. J'évoque ici tout à fait en bas le LTV, Lifetime Value. Certains d'entre vous savent que maintenant, dans les entreprises qui ont des relations continues avec certains clients, il est possible de calculer la valeur ajoutée d'un client durant sa durée de vie, en tant que client, bien sûr, Lifetime Value. Pour ça, bien sûr, il faut évaluer sa durée de fidélité. Il faut ensuite prévoir tous les flux financiers pendant cette période de loyauté ou de fidélité, actualiser ces flux financiers et vous obtenez la fameuse LTV, Lifetime Value. Je vais sauter, si vous voulez, le problème de l'évaluation des marques. On pourra y revenir si vous avez des questions dessus, parce que je voudrais arriver à ce qui sera ma conclusion, le temps étant écoulé, pour vous montrer ce que je propose, moi, comme indicateur de performance pour le marketing. C'est-à-dire bâtir un système de contrôle autour d'indicateurs qui se trouvent sur
7 niveaux. Premier niveau, mesurer l'efficacité dans la création de la valeur aux yeux du client. C'est-à-dire, lorsqu'on crée un nouveau produit, lorsqu'on crée un nouveau service, on engage évidemment des sommes importantes parfois. Quelle va être la valeur créée dans l'esprit du client? Lorsqu'on modifie un produit et qu'il y a donc des coûts induits, est-ce que la valeur perçue par le client va être très sensiblement supérieure? Donc on calcule cette valeur perçue par le client ciblé. C'est la notion d'utilité. C'est un premier repère. Deuxième repère, qui vous est certainement familier, c'est le repère de la notoriété et de l'image. C'est-à-dire qu'on va suivre très attentivement les performances du marketing dans sa capacité à créer de la connaissance des produits et à façonner une image favorable. C'est le deuxième repère. Troisième repère, capacité des marketing à générer des contacts clients. Il faut établir un contact entre notre entreprise et nos produits et les clients. Alors ça peut se faire de multiples façons. Ça peut se faire sur un website, ça peut se faire en participant à un salon. J'arrive à la conclusion. Ça peut faire de différentes manières. Il faut là aussi calculer le coût d'un contact d'un client utile et essayer d'améliorer en permanence nos performances, c'est-à-dire de faire décroître le coût de ce contact. Je vais vite. 2 indicateurs qui se développent dans beaucoup d'entreprises et qui sont essentiels. Le suivi de la satisfaction des clients, le suivi de la fidélisation des clients. Et enfin, il y a des repères plus financiers, plus connus, tels que les ventes, le chiffre d'affaires, la marge contributive et la valeur EVA, Economic Value Added, qui est un indicateur très financier que personnellement j'aime pas beaucoup parce qu'il est justement trop financier et qui n'aide pas vraiment le marketing. Mais je veux le citer quand même car de très grandes entreprises multinationales l'utilisent comme indicateur de performance du marketing. Ce sera ma conclusion. On est allé assez vite bien sûr, mais peut-être aurais-je le plaisir de revenir sur certains points si vous avez des questions concernant et le plan marketing et le contrôle du marketing. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, monsieur professeur Alain Olivier. Donc nous avons déjà, nous venons d'écouter la présentation de monsieur Alain Olivier qui nous montre la nécessité du montage d'un plan de marketing. Donc, vous avez écouté M. Alain Olivier qui vous partage sur les mesures qui visent à mesurer l'efficacité du marketing. Comment contrôler les activités du marketing et comment mesurer l'efficacité qu'apportent ces activités. Et maintenant, je tiens à inviter M. Nguyễn Văn Trung de Niensel à prendre la parole, qui va nous parler sur l'efficacité du marketing. Alors, la parole est à vous, Monsieur Chung. Je tiens à remercier le CVG. Alors, aujourd'hui, c'est un vendredi, il fait beau. Donc, le Vietnam a gagné le Myanmar. Et félicitations pour le football vietnamien. Aujourd'hui, il s'agit d'une occasion pour que Nielsen partage avec vous ses expériences en tant que une entreprise qui travaille sur les recherches des marchés. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer dans la notoriété, l'image de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler donc bien évidemment du marketing. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce thème. Comme vous venez d'écouter M. Alain Olivier, nous avons déjà un panorama sur le marketing. Donc, quels sont les éléments ici indispensables pour faire le marketing? Donc, quels sont les éléments donc nous devons faire attention? Donc, le premier élément ici, c'est le client.
nous devons savoir qui sont nos clients cibles. Ces clients se trouvent dans quel segment. Donc, ce sont des questions qu'il faut poser au niveau des clients. Quelles sont les expériences que nous avons déjà sur ces clients? Est-ce que ces clients, quelles sont la place de ces clients sur le marché? Quelles sont leurs habitudes par rapport aux produits que nous proposons? Alors, ce sont des questions à poser et à répondre. Après les clients, nous devons faire attention aux produits. Quelle est la relation entre le client et le produit? Quels sont leurs besoins par rapport à nos produits? Alors, pour le produit, est-ce que ces produits peuvent répondre aux désirs et aux besoins du client? Et donc, la conséquence, c'est que le client accepte ou n'accepte pas nos produits. Je voudrais vous dire que en 2012, sur le marché thaïlandais, il y a environ 30 000 nouveaux produits qui sont mis sur le marché. Mais combien de produits peuvent survivre sur ce marché? Donc plus de 30 000 produits dans beaucoup de secteurs, mais seulement 10% de ces produits surviennent. Donc, après le client, le produit, il faut faire attention à la marque. Comment créer une relation entre le client, le produit et la marque? Quelle est la santé de notre marque? Et pour les cultures différentes, comment nous pouvons adapter cette marque? Comment nous pouvons mesurer la santé de notre marque? Donc, l'image de marque de notre entreprise dans les yeux des clients sont comment? Monsieur Olivier a dit que quand nous sommes dans cette salle, il y a des contraintes qui bloquent notre visibilité, donc il faut avoir un plan, donc il faut connaître également l'image que les clients se font de notre marque. Est-ce que la communication a été bonne? Est-ce que nous avons atteint nos clients via le plan marketing? Est-ce que les clients actuels vont avoir un effet ou bien une image positive sur nos produits dans le temps à venir? Il y a également un autre facteur, c'est les canaux de distribution. Nous avons des clients, des produits, une bonne marque, mais faute d'un canal de distribution efficace, on ne peut pas avoir l'opportunité d'atteindre les objectifs prévus. Quels sont les concurrents sur nos marchés? Est-ce qu'ils ont des pratiques qui dépassent les nôtres? Est-ce que nos employés sont meilleurs que les leurs? Est-ce que nos concurrents sont plus forts que nous en quelque sorte? On va en effet choisir quel canal de distribution. Quel sera le canal de distribution le plus apte qui va permettre en effet de créer la plus forte valeur ajoutée de nos produits? Comment on peut contrôler et superviser les activités de vente dans les différents points de vente? Il faut un engagement en termes de ressources financières et humaines là-dessus. Ce sont des questions que nous nous sommes posées tous en tant qu'experts, et chaque heure qui passe, et même dans notre réflexion, ces questions sont récurrentes. Et comme monsieur le professeur a dit, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et il y a des arbitrages à rendre sur ces facteurs. La gestion de nos marques, c'est le premier facteur qui est au milieu. Et vous voyez, d'abord, il y a des besoins, des motifs, des motivations des consommateurs. Quand on se base sur les besoins des consommateurs, on va développer une nouvelle gamme de produits. Et on passe donc à la gestion de nos produits pour permettre à ces produits d'accéder aux clients. Et quatrièmement, c'est la fidélisation des clients futurs. Dans chaque cycle, comme je viens de vous décrire, on doit se baser sur les besoins des clients pour
fait des études de marché, on doit en fait se faire des hypothèses de marché. Donc il ne faut pas se limiter à une seule idée. Nous devons avoir plusieurs idées pour avoir une gamme de produits innovante. On va choisir d'abord en fait une bonne idée de créer un produit et après il faut évaluer le produit pour choisir le produit qui est réputé nous rapporter le plus possible dans un environnement qui est marqué par une concurrence très acharnée. Nous passons ensuite à la gestion, en effet, de ces produits, à la gestion de ces images. Comment faire la communication pour permettre aux clients, en fait, de percevoir nos produits. Alors, ceci est indispensable sur le plan du design des emballages, sur l'image que les clients, en fait, peuvent se faire de nos produits. Nous devons travailler sur le toucher, sur le contact oculaire, par exemple, des clients. Nous devons travailler ensuite à la fidélisation des clients. Nous devons ensuite passer au suivi et à l'évaluation pour pouvoir en tirer un bilan. Nous avons bien sûr pris connaissance d'un plan de marketing, comme vous l'avez dit, 3 ans, mais ce n'est pas encore suffisant. Et comment faire pour développer une gamme de produits, ou bien on va arrêter cette gamme de produits. Vous voyez, c'est un cycle de vie, un cycle de vie d'un produit, de l'invention d'un produit. C'est un cycle de vie qui retrace en effet toutes les étapes qui passent de l'idée à la réalisation d'un produit. Quand on parle des marques, les marques et l'image des marques occupent une place centrale. C'est ce qui est en violet, la marque sur cette transparente. Certains produits ont vu le jour sur le marché. Comme vous voyez, c'est très important de travailler sur l'image de la marque. Par exemple, on peut ajouter une touche féminine à un produit si ce produit est représenté par une star du cinéma vietnamien. Alors, quand on parle de la marque, il faut aussi des produits liés à cette marque. Il faut aussi travailler à la création des canaux de distribution. Donc, vous voyez qu'il y a un facteur central qui est la marque et il y a des facteurs qui tournent autour de ce facteur central. En fonction du temps que nous avons, en fonction de l'argent que nous avons développé un produit qui est adapté aux contraintes et aux défis du marché. On ne peut pas tout avoir. Quand on travaille sur les cheat marques, sur les marques d'enseigne, vous voyez une marque qui a une bonne image, ceci représente beaucoup d'avantages invisibles. Ceci permet d'augmenter les chiffres d'affaires. Une bonne marque d'enseigne rapporte beaucoup de chiffres d'affaires. C'est ce qui est connu par tous. Nous avons réalisé des études sur 16 000 marques, donc sur ces 16 000 produits. 70% en effet des parts de marché sont occupés par des marques d'enseigne, des produits de bonne marque. Donc quand vous avez une bonne marque, vous avez donc un nombre très important de clients fidèles. Plus vous avez des clients fidèles, vous avez des profits qui vont être dégagés. Alors quand vous pouvez fidéliser des clients, les bénéfices rapportés seront plus importants que vous avez en effet des clients, beaucoup de clients, mais qui sont infidèles. Vous voyez, ensuite, nous devons parler ensuite des actions de soutien aux marques et des actions d'élargissement, en effet, de la zone d'influence des marques. Ce sont des actions qui permettent de soutenir l'emprise des marques. Lorsqu'une bonne marque s'impose sur le marché, donc ceci pourrait avoir des impacts très importants en termes de communication. Nous avons en fait plusieurs études de marché pour les marques très puissantes.
ils n'ont pas en effet besoin de se lancer dans plusieurs activités de publicité. Ils focalisent leurs moyens sur une ou bien deux activités de communication par an seulement. Ce sont des exemples que j'aimerais bien porter à votre connaissance. Ce sont des exemples très parlants concernant la communication. Par exemple, concernant la publicité qui concerne les banques. Donc, ce sont des publicités qui se passent tous les 3 mois, mais ceci a laissé des impressions impérissables chez les clients vietnamiens. Dans le développement d'une marque, donc il faut avoir d'abord des études de marché, il faut avoir l'accès au marché et après il faut passer à l'évaluation. Quand nous avons déjà un plan marketing, il faut le contrôler, il faut l'évaluer pour connaître où nous en serons dans l'efficacité de ce plan. Monsieur Olivier a dit aussi que dans les années 90, le marketing en fait était peu connu, mais dans les années 90, comme vous voyez, les études de marché étaient alors moins connues et on focalisait plutôt sur un cernement de marché plutôt que sur le marché dans son ensemble. Dans le monde qui est marqué par l'explosion de l'information, il y a beaucoup de canaux de communication et les clients ne savent pas à quel sens se vouer, vraiment. Ils sont dans une société d'information, il y a trop de produits qui sont lancés, il y a des serments traditionnels qui sont totalement bouleversés. Donc, tous les contacts, en effet, visuels, ou bien toutes les campagnes de publicité qui travaillent sur l'essence de l'être humain, ce sont des tendances à l'heure actuelle. Ce qui concerne les agences, par exemple, vous pouvez très bien faire part de vos commentaires sur un produit dans le réseau, dans les réseaux sociaux, par exemple. Donc, dans une société d'IT, plein d'informations. Selon une étude de Nielsen, cette étude montre que le taux d'utilisation du smartphone a augmenté nettement ces dernières années, notamment dans les grandes villes comme Hanoi ou Ho Chi Minh Ville. C'est environ 20%. Après 2013, nous n'avons pas de chiffres concrets, mais pour cette année, c'est plus de 50%. Concernant l'Internet ou l'utilisation des hautes technologies, donc les Philippines et le Vietnam sont des pays qui utilisent le plus les équipements de haute technologie comme le laptop, les smartphones. Donc, nous pouvons avoir dans un très bref de temps beaucoup d'informations. Donc, le client, enfin, peut accéder à beaucoup d'informations et de produits. Donc, vu ce développement, comment nous pouvons évaluer pour avoir un bon plan de marketing. Donc, Nielsen, en fait, se propose des indicateurs pour évaluer la santé des marques. En fait, c'est un modèle qui a été développé par le professeur John Roberts. Donc, grâce à ce modèle, alors nous pouvons mesurer la santé des marques dans le monde entier. Donc, ça se base sur des études qui ont été faites sur 16 000 marques dans le monde entier. Quand on parle de la santé des marques, nous pouvons donc alors avoir une connaissance fine
Alors, des parts de marché occupées par nos marques. Est-ce qu'il suffit d'avoir une bonne marque? Est-ce qu'il est suffisant d'avoir des clients? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. D'abord, ça concerne les produits. Pour déterminer la santé d'une marque, il faut se baser sur plusieurs indicateurs. Comment on fait pour fidéliser les clients? Comment on fait pour les atteindre via les moyens de communication modernes? Quand nous avons des indicateurs, comme M. Alain Olivier l'a souligné à juste titre, comment faire pour jouer sur l'un ou bien sur l'un facteur plutôt que sur l'autre facteur? Si vous voulez augmenter en effet quelques pourcentages de parts de marché, il faut travailler sur quel facteur? Donc, nous devons travailler également sur les tendances de marché. Vous voyez que on va passer en revue en fait tous ces facteurs qui influent sur nos parts de marché. Concernant les branches de marchandises, est-ce que les consommateurs s'intéressent à cette gamme de produits? Est-ce que les clients délaissent cette gamme de produits pour aller vers une autre gamme de produits? Ceci dépend beaucoup de la culture du pays dans lequel notre entreprise s'implante. Nous allons nous poser une autre question. Est-ce que les clients aiment bien tenter une nouvelle expérience ou bien ils restent plutôt fidèles à nos produits? Donc, comment faire pour améliorer l'efficacité de cette branche? À partir des indicateurs collectés, nous pouvons passer à une autre étape. Comme vous le savez, il y a 30 ans, quand j'étais petit, on parlait beaucoup d'un terme. Alors, c'est du shampoing. On parlait beaucoup de puce dans le passé, mais maintenant, le mot puce en vietnamien risque de s'oublier. Il y a très peu de jeunes qui connaissent ce que c'est une puce maintenant dans le langage vietnamien. C'est simplement parce que le shampoing a occupé une place tellement importante dans la vie des Vietnamiens. Donc, c'est un facteur dont nous devons nous rendre compte. Dans un magasin, quel est le facteur qui attire le plus l'attention du client? Le facteur qui vient en premier lieu, ce sont les promotions. Deuxièmement, ce sont les prix. Après, les informations sur le produit. Quand les clients viennent dans les boutiques, ils lisent beaucoup, par exemple, sur les notices. Ou bien, quatrièmement, est-ce que la publicité joue un rôle important pour inciter les clients à venir en magasin? Un nouveau produit, le facteur de nouveauté, est-il un facteur clé pour inciter à l'achat? Il faut donc travailler sur les personnes âgées, les jeunes, ou bien il faut travailler sur, en effet, une tranche d'âge déterminée si nous voulons développer une gamme de shampoing, par exemple. Pour mesurer la santé des marques, nous devons nous poser une autre question, c'est que est-ce que nos parts de marché sont appelés à augmenter? Nous devons nous poser ensuite une autre question. Quel est le diagnostic à l'heure actuelle? Alors, quelle évolution de nos parts de marché à différents moments donnés? Nous devons nous poser aussi une question. Quels sont nos concurrents? Nous devons bien connaître nos concurrents sur le marché. Est-ce qu'ils sont forts et dans quelle mesure? Nous devons déterminer un positionnement de notre marque sur le marché. Donc, cela veut dire que nous devons développer une gamme de produits au service de quel type de clientèle? Au service des jeunes, des personnes à revenus intermédiaires, des personnes à haut revenu. Donc, ce sont vraiment des questions qui déterminent la santé de notre marque. Le plan marketing est aussi un facteur important. Nous devons nous poser une question sur l'efficacité de nos actions de marketing.
Concernant le shampoing, par exemple, nous devons en fait faire un travail de suivi, d'évolution des parts de marché, et ce sont des études qui nous permettent d'avoir des comparaisons d'année en année. Donc, ce qui nous permet d'avoir une comparaison des parts de marché des différents types de shampoing sur le marché. Par exemple, Pantene chute en termes de parts de marché. Head and Shoulder a gagné des parts de marché. Et nous devons nous poser une question. Si Head and Shoulder a gagné des parts de marché, c'est pourquoi? Une part de marché gagnée en termes de pourcentage est déterminée bien sûr par plusieurs facteurs, dont la santé de la marque. Par exemple, pour Pantene, qui occupe en effet une place prépondérante parmi les concurrents les plus forts du marché, donc ça occupe 15% de part de marché. Garnier en fait appartient alors au groupe des shampoings intermédiaires, et on peut avoir une analyse plus fine. C'est une transparente très parlante parce que ça pourrait vous concerner directement. Par exemple, nous avons en fait fait des études de 2008 à 2012. Donc, nous avons travaillé sur 11 000 produits différents. Par exemple, pour les voitures, nous avons travaillé sur 663 produits. Dans les banques, nous avons travaillé sur 820 banques. Vous pouvez voir que les couleurs, ici, en fait, ça reflète les différentes notes qu'on attribue à la santé des marques dans toutes les branches, que ce soit en ce qui concerne la voiture, la banque ou bien les télécommunications. Des marques qui sont très performantes occupent vraiment une part très minime de marché. Par exemple, pour la voiture, c'est 5%. Alors, concernant les notes de 3 à 5, donc vous pouvez que 54% en fait des voitures, des marques de voitures sur le marché occupent cette proportion. Concernant la note de 1 à 3, vraiment c'est une proportion majoritaire. Below, inférieur à 1. Donc, ça concerne les banques et les télécommunications. Donc, ça représente respectivement plus de 40%. Cela veut dire que les clients attendent beaucoup maintenant des améliorations dans le monde des télécommunications et dans le monde bancaire. Et les banques et les télécommunications ont beaucoup d'efforts à faire pour mieux satisfaire la demande de la clientèle. Comment on fait pour mesurer la santé d'une marque et comment on fait pour analyser ces indicateurs? Nous devons d'abord, en fait, se poser la question, est-ce que les clients connaissent bien nos marques? Et une fois nos marques sont connues par les clients, est-ce qu'ils sont prêts à acheter, en fait, nos produits? Ce qui est très important pour nous, c'est la connaissance de nos marques par les clients. La connaissance est quelque chose de très important. La prise de connaissance. Une fois que nos produits sont connus, donc le client va rendre des arbitrages pour choisir l'un ou bien l'autre produit. Il y a encore d'autres facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, pour le monde bancaire, la crédibilité des banques, la qualité des services, ceci varie d'un secteur à l'autre. Par exemple, pour d'autres secteurs, ce n'est pas la crédibilité qui entre en jeu en premier lieu, mais c'est la promotion.
quand vous voulez mesurer la santé d'une marque, nous devons travailler sur la fidélité. La fidélité se traduit par un questionnaire. Est-ce que les clients sont prêts à présenter nos produits à leur entourage, par exemple? Est-ce que nos produits vont être achetés à un prix plus élevé par nos clients? Donc, la fidélité et la disponibilité des clients à acheter nos produits, ce sont les deux questions importantes. Monsieur le professeur a dit clairement que concernant les parts de marché, est-il suffisant de se lancer résolument dans le marketing au détriment de la vente? Vous pouvez voir ici, alors, il y a des branches dans lesquelles la santé de la marque est plus importante que les parts de marché. Et pourquoi la performance de la marque pourrait avoir beaucoup plus d'incidence sur les parts de marché? La santé d'une marque pourrait être un moteur pour l'augmentation des chiffres d'affaires. Alors, si nous passons à un autre facteur, c'est qu'il y a des cas où des parts de marché, c'est un facteur qui l'emporte sur la santé de la marque. Par exemple, pour un certain nombre de produits, pour une certaine gamme de produits, alors il y a plutôt un équilibre entre la santé de la marque et les parts de marché. Pour le responsable marketing, il faut déterminer votre positionnement dans ce schéma. Donc, ce positionnement va vous permettre de connaître les actions prioritaires à développer. Donc, il faut travailler plus sur la santé de la marque ou bien sur les parts de marché. Il faut travailler sur les caractéristiques de votre marque. Nos produits sont certes et sont clairement très divers les uns des autres. Et avec ces produits, les clients vont les placer où sur le marché? Par exemple, pour Garnier, par exemple, qui a beaucoup de similitudes et qui évoque la notion de la sensualité, la famille, ou bien il y a des marques qui sont plus matures en termes de parts de marché. Donc vraiment, il faut se positionner. Il faut savoir quels sont les facteurs qui reflètent l'âme et l'essence de votre produit. Ensuite, nous devons faire un travail de SWOT pour connaître nos points forts et nos points faibles. Et il faut aussi les classer dans une liste prioritaire. Il faut les placer dans une hiérarchie. La connaissance du produit. Ensuite, il y a un autre facteur, c'est l'arbitrage rendu par les clients devant plusieurs produits. Après, une fois que le client prend goût, ça va passer à une étape de fidélisation. Et la présentation du produit à autrui, en effet, c'est une autre étape. Donc, on peut se baser sur cette échelle de valeur pour déterminer quels sont les facteurs, alors quels sont les indicateurs qui permettent à nos produits d'être identifiés au mieux. Là, par exemple, je prends l'exemple. Lorsque nous avons des indicateurs comme ceci, c'est une mine d'informations très importante qui va nous permettre de développer des actions destinées à développer la santé de notre marque. Il faut connaître également nos concurrents directs.
sur le marché. Ce sont des exemples. Il y a des notes qui ont été attribuées en dessous de 75 points. Il n'y a pas beaucoup de similitudes. Et au-delà de 125 points, il y a beaucoup de points similaires entre nos produits et ceux proposés par nos concurrents. Par exemple, pour Pantene. Alors, les produits de Pantene se ressemblent beaucoup aux produits de Dove parce qu'il y a la note de 184 points. Donc, lorsque tout est noté de cette manière, nous pouvons déterminer les actions pour une différenciation de nos produits. On va travailler également sur les produits et sur les prix. Il faut se poser la question, est-ce que nos prix sont abordables? Et nous devons aussi nous positionner en termes de prix. Et ici, nous pouvons augmenter notre prix. Ou nous allons considérer comment on peut agir sur les prix, augmenter ou réduire. Donc, ce sont des éléments. Et après, il faut promouvoir notre marque. Il faut aussi beaucoup de questions qui se posent. Alors, quelles sont les influences sensorielles de notre marque? Et est-ce que notre marque peut attirer les moyens de communication? Est-ce que notre marque peut être valorisée dans les campagnes publicitaires? Et est-ce que notre marque peut inciter les clients à acheter davantage? Alors, il s'agit d'un exemple, un autre exemple. Donc, si nous sommes Pantene ou Garnier, nous pouvons savoir par ces recherches, ces études, nous allons savoir est-ce que nos clients vont présenter notre produit à un autrui ou notre client va présenter le produit de notre concurrent à un autrui. Donc, à travers ces comparaisons, dans ce cas, par exemple, nous pouvons voir que c'est... Donc, vous voyez qu'il y a une liste des indicateurs sur lesquels on peut se baser pour connaître le positionnement de nos produits par rapport à nos clients. Quels sont les moteurs pour renforcer la place de nos produits sur le marché? Donc, le moteur ici, c'est la publicité. Par exemple, si vous avez 143 points, vous avez bien fait la publicité. Par exemple, il y a des produits qui sont liés à des publicités de haute intensité. Donc, on peut avoir des différents tableaux. Nous pouvons également prendre connaissance des échos et des réactions des clients. Donc, on peut connaître, bien sûr, les réactions des clients, le contenu des messages des clients, le facteur spatial et temporaire de ces réactions. Nous devons en fait s'attarder sur ces points pour connaître exactement la réaction de la clientèle vis-à-vis de nos produits. Ensuite, il faut vraiment inciter les clients à acheter, à passer à l'acte. Il y a plusieurs acteurs et d'indicateurs en jeu qui entrent en jeu. Par exemple, le bouche à oreille, la présentation par les amis, la publicité. Mais une fois qu'ils sont déjà dans les magasins, quels sont les facteurs qui incitent les clients à passer vraiment à l'acte d'achat? Par exemple, la promotion, ou bien les rayons sont bien présentés, ou bien il y a un facteur de prix, ou bien l'emballage est bien captant et capte bien l'attention des clients, ou bien l'attitude des vendeurs, ou bien le choix a été aléatoire par les clients.
Ce sont des questions qu'il faut se poser. Avec ce schéma de Schwartz, nous pouvons en effet déterminer les facteurs d'attirer les clients et les facteurs d'expulser les clients. Dans le magasin, par exemple, pour le Garnier, la marque a fait son travail et il y a d'autres produits pour lesquels la communication mérite d'être renforcée. Donc, dans le magasin, pour Garnier, on peut connaître les réactions des clientèles vis-à-vis des produits Garnier. On peut comparer ces points avec d'autres produits concurrents de Garnier sur le marché. On va ensuite faire un travail de pronostic pour déterminer l'échelle de valeur de notre marque dans l'avenir. Nous devons nous poser la question, est-ce que notre marque est suffisamment compétitive vis-à-vis d'autres produits? On va travailler sur quel facteur pour optimiser nos leviers d'action. Monsieur le professeur a clairement exposé sur ce point. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Il faut vraiment donner la priorité à un certain nombre de facteurs. On ne peut pas en aucun cas disperser nos efforts. Ceci est vrai pour toutes les entreprises. Nous devons avoir des objectifs clairs. Une fois les objectifs clairement définis, on doit vraiment se fixer l'objectif de croissance des parts de marché. On va évaluer la santé de notre marque et on va déterminer ensuite les actions destinées à renforcer cette santé de nos produits. Et ça passe par quel facteur, quels indicateurs, quel canal. Je vous donne un exemple qui est très illustrant. Si vous voulez 5% d'augmentation des parts de marché, plusieurs facteurs entrent en jeu. Ce sont des facteurs actuels. Pour pouvoir gagner 100% de parts de marché, donc nous devons intervenir sur plusieurs facteurs en même temps. Il faut avoir un emballage plus attirant, il faut un service client tel plus développé. Nous devons connaître nos points forts, nos points faibles. Dernièrement, nous devons profiter de la société de l'information, des réseaux sociaux. Il faut vraiment toucher au cœur des clients, le bouche à oreille. C'est quelque chose à développer également dans notre société. Il y a d'autres facteurs concernant les réseaux sociaux. Donc, il faut en profiter et quel format choisir pour ces réseaux sociaux et en quel temps et dans quel lieu. Je me permets de lever et en vous remerciant de votre aimable attention.